Bonjour, on termine notre série de cours concernant la pharmacologie des acides aminés par le cours suivant, donc les anesthésiques généraux. Contrairement au cours précédent où on traitait un seul neuromédiateur ou un seul acide aminé à la fois, cette fois-ci, on va changer d'approche et on va étudier une classe de médicaments qui comporte plusieurs molécules de nature chimique différentes. Ces molécules chimiques ont la particularité de se fixer sur des récepteurs différents appartenant à des systèmes de neurotransmission différents. Toujours est-il, ces médicaments vont se fixer sur des récepteurs des systèmes excitateurs en les inhibant et se fixer sur les récepteurs des systèmes de neurotransmission inhibiteurs en les activant. Ces médicaments donc, pour résumer, se fixent sur les récepteurs de système excitateur et inhibe ces récepteurs, donc ce qui va aboutir à l'inhibition de l'excitation, et se fixe sur les récepteurs qui appartiennent au système de neurotransmission inhibiteur. En activant ces récepteurs, elle va renforcer l'état de repos des cellules nerveuses, ce qui va aboutir en globalité à ce qu'on appelle l'anesthésie générale et la sédation totale du système nerveux central. Contrairement aux autres classes thérapeutiques où les médicaments sont utilisés pour traiter des pathologies bien déterminées, les médicaments appartenant à la classe des anesthésiques généraux sont utilisés non pas pour traiter une pathologie bien déterminée, mais plutôt pour créer chez le malade un état d'inconscience qui est complexe afin de permettre au chirurgien d'exercer son acte chirurgical en toute sérénité et en toute tranquillité sans pour autant infliger au malade des souffrances inutiles. Il va de soi que, avant de traiter ces anesthésiques généraux, ces médicaments, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une anesthésie générale, son but, comment l'obtenir, les stades de cette anesthésie, à partir de quel stade on pourrait commencer à exercer l'acte chirurgical, les protocoles qui sont disponibles à nos jours, les médicaments qui sont utilisés, leur classification, le mécanisme d'action, et puis quelles sont les qualités d'un bon anesthésiste, quels sont les critères de choix qui nous permettraient de customiser le protocole en fonction du malade et des moyens dont on dispose. Et pour finir, on va parler un petit peu des propriétés pharmacologiques et des usages des anesthésiques généraux, qu'ils soient inhalés ou injectables. Qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie générale? Une anesthésie générale est une manipulation qui est faite purement dans un but thérapeutique. C'est dans le but d'effectuer une chirurgie, donc de réunir au chirurgien les conditions optimales pour effectuer sa chirurgie en toute sérénité. Bien sûr, cet acte, il n'est pas anodin, il est truffé de dangers. Donc, il y a des dangers qui sont liés à la chirurgie elle-même, à l'état pathologique du patient et surtout aux manipulations ou au protocole de l'anesthésie. Donc, les doses à utiliser par rapport à l'anesthésie, que ce qu'il soit inhalé ou injectable. C'est pour ça que le chirurgien doit être toujours accompagné d'un réanimateur pour intervenir en cas de souci. Cette anesthésie générale est un acte thérapeutique, donc il n'est pas censé mettre en danger la vie du patient. On doit s'assurer durant tout l'acte chirurgical que l'anesthésie fonctionne très bien, sur le plan dose, surtout, pour justement éviter toute atteinte cardiaque ou respiratoire et pour aboutir à des objectifs bien déterminés. Le premier objectif, c'est de créer chez le patient une analgésie, donc le patient ne doit ressentir aucune douleur juste avant et tout au long de l'acte chirurgical, une amnésie,
Donc le patient ne doit se souvenir d'aucun souvenir qui soit juste avant l'anesthésie, donc l'opération au moment de la chirurgie. Cette anesthésie permettrait de provoquer une mieux relaxation générale, qu'il soit des muscles squelettiques ou des muscles involontaires, sans pour autant toucher l'activité du diaphragme qui va permettre une respiration spontanée chez le patient. Après, cette anesthésie va permettre au patient d'être totalement immobile par abolition de tout réflexe musculaire et puis sans pour autant toucher à la réactivité adrénergique. Je m'explique. Ces anesthésiques généraux ne doivent pas interférer avec le fonctionnement du système adrénergique ou noradrénergique. Donc, ne doivent en aucun cas se fixer sur les récepteurs de l'adrénaline. Pourquoi cet élément est important? Parce qu'en cas de souci d'un choc anaphylactique, par exemple, ou de chute brutale de la pression artérielle, on devrait être capable de réanimer le patient en injectant des produits vasoconstricteurs tels que l'adrénaline. Donc l'adrénaline, si elle devrait être injectée, elle doit trouver ses récepteurs libres pour pouvoir exercer son effet. Tout cela va être chapeauté par une perte totale de conscience, qui est l'élément le plus important pour pouvoir effectuer l'acte chirurgical le plus sereinement possible. Après avoir défini ce que c'était l'anesthésie générale, cette fois-ci on va définir ce que c'est qu'un médicament anesthésique général. Sa définition, bien sûr, va comporter ses caractéristiques. Le médicament anesthésique général, bien sûr, c'est un médicament généralement de nature chimique, entraîne la suspension réversible de la sensibilité. Donc cette notion est très importante, cette notion de réversibilité, parce que si ce n'est pas réversible, ça devient un poison. Et cette sensibilité, comme vous le savez bien, elle est de différentes natures. Il peut s'agir de la sensibilité thermique, donc le patient est insensible aux modifications de la température, à la sensibilité tactile, donc il ne ressent rien au toucher, et à la sensibilité douloureuse, donc abolition de la transmission douloureuse. C'est ce qu'on appelle l'analgésie. L'anesthésique générale doit aussi abolir de manière toujours réversible. On voit toujours que la notion de réversibilité revient. Les mouvements volontaires, les mouvements réflexes et le tonus musculaire. Donc, l'anesthésique générale doit abolir de manière réversible tous les mouvements musculaires, qu'ils soient volontaires, réflexes et le tonus musculaire de base. En abolissant ces trois éléments, on va aboutir à un état qu'on va appeler la résolution musculaire. Donc le chirurgien, lorsqu'il va commencer son acte chirurgical, il ne doit pas rencontrer une résistance musculaire, qu'elle soit volontaire. Donc le malade est toujours conscient et s'opposer à toute manipulation. Ou les mouvements réflexes, vous savez bien qu'il existe des mouvements musculaires réflexes, bien que la conscience ait été abolie. Et le tonus musculaire de base, vous savez bien que même lorsqu'on est à l'état de repos, allongé, il y a toujours une petite activité électrique qui circule dans nos muscles qui permet de toujours maintenir un tonus musculaire de base. En abolissant ces trois types de tonus musculaire, on va aboutir à la résolution musculaire et une fois cette dernière aboutie,
on pourra dire que la chirurgie peut commencer. Mais il faut faire attention, l'abolition du tonus musculaire ne doit en aucun cas toucher au fonctionnement du diaphragme, qui est essentiel au maintien en vie du patient, parce que le diaphragme est un muscle qui se contracte de manière involontaire. Et dont le centre régulateur se trouve dans le bulbe cérébral. Si l'anesthésique générale se trouve à une dose très élevée, sa concentration peut se voir très importante au niveau du bulbe cérébral et il peut interférer avec le fonctionnement du diaphragme, ce qui va aboutir à une asphyxie chez le patient. Donc, ces médicaments anesthésiques généraux vont entraîner une paralysie générale avec une perte de la conscience et c'est ce qu'on appelle le sommeil anesthésique avec toujours entre parenthèses cette notion de réversibilité qui doit toujours être maintenue. Après avoir administré les premières molécules à visée anesthésique générale, on peut observer chez le patient l'installation de différents stades qui se suivent chronologiquement. Le premier stade qu'on va observer, c'est le stade analgésie. À ce niveau-là, le premier réflexe que le patient va perdre, c'est la sensation douloureuse. Son tonus musculaire est maintenu et sa fréquence cardiaque, elle est tout à fait normale. À ce stade-là, le patient peut toujours être conscient et on ne peut pas faire de lourde chirurgie, juste de petites chirurgies parce qu'il y a une petite perte de sensibilité. Le deuxième stade qui va suivre, c'est le stade d'excitation. Bien que ce soit un petit peu paradoxal, vu que les médicaments anesthésiques généraux sont des médicaments sédatifs, donc dépresseurs du système nerveux central, néanmoins, on observe chez certains patients un regain d'un petit peu d'excitation, le plus souvent dû à l'atmosphère un petit peu anxiogène de l'hôpital et toutes les préparations préopératoires. À ce moment-là, le tonus musculaire se voit augmenter et la fréquence respiratoire un petit peu aléatoire. À ce moment-là, on ne peut pas exercer une chirurgie de quelque nature qu'elle soit. La chirurgie ne peut survenir qu'au stade 3. Ce stade 3 est un petit peu large, comme vous pouvez le voir, parce qu'on passe par plusieurs étapes. La première étape de ce stade 3 correspond à un léger relâchement du tonus musculaire. La fréquence respiratoire reste toujours stable. On peut observer dès ce stade-là un début de perte de conscience. La deuxième étape, le tonus musculaire commence à être relâché et la fréquence respiratoire commence à baisser. Là, on peut assister au début de la perte de réflexe. À l'étape 3, on assiste à un relâchement marqué du tonus musculaire et une baisse de la fréquence respiratoire. Cette baisse, elle est très importante, néanmoins, elle est suffisante pour maintenir les constantes vitales du patient. Le quatrième stade ou étape du troisième stade chirurgical, c'est le relâchement marqué. À ce stade-là, le tonus musculaire est très relâché, la fréquence respiratoire, elle est très faible.
Généralement, on arrive à ce stade que lorsque on doit faire des actes chirurgicaux de nature très profonde, tels que les interventions abdominales. Dans tous les cas, il faut éviter le quatrième stade qui est le stade de paralysie respiratoire. Si l'anesthésie continue ou on augmente la dose ou on n'ajuste pas la dose en fonction de l'état pathologique du patient ou en fonction de ses réponses physiologiques, à savoir la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, on peut rapidement basculer vers ce stade qui correspond à un état flasque du tonus musculaire, donc il n'y a aucun tonus musculaire, ce qui va aboutir et correspondra à l'arrêt de la contraction du diaphragme, donc la respiration spontanée du patient, et forcément va conduire à l'arrêt cardiaque. Donc pour exercer une chirurgie, il faut atteindre le stade 3 avec ces différentes étapes en fonction de la nature de la chirurgie qu'on veut exercer. Venons-en à présent au protocole de l'anesthésie générale. Comme vous le savez, à la fin du XIXe siècle, on ne disposait pas de beaucoup de molécules qui pouvaient être utilisées dans un protocole d'anesthésie, bien que la demande était très forte. Il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de blessés, il y avait beaucoup d'interventions chirurgicales qui se faisaient avec des éléments rudimentaires. Le premier agent anesthésique général proprement dit qui a été utilisé, c'était l'éther. Mais à cause de sa toxicité élevée, donc on a eu beaucoup de cas de mortalité, il a été peu à peu abandonné suite à la découverte de nouvelles molécules plus intéressantes sur le plan profil toxicologique et profil thérapeutique. De nouvelles molécules ont été créées, néanmoins, actuellement, on ne peut pas utiliser une seule molécule dans un protocole d'anesthésie générale. Pourquoi? Parce que chaque molécule a sa particularité thérapeutique, a sa particularité sur le plan perte de conscience, sur le plan analgésie, sur le plan durée d'action, délai d'action et sur le plan aussi toxicité. La tendance aujourd'hui, c'est d'utiliser plusieurs médicaments qui soient de nature différente et qui permettent d'avoir une anesthésie d'installation rapide et durable avec le moins de toxicité possible et qui va permettre par la suite un réveil doux dans la sérénité et qui permettra au chirurgien d'accomplir son acte convenablement. Actuellement, on parle d'une anesthésie combinée. Cette anesthésie combinée, elle comporte tout d'abord des médicaments qui vont être utilisés en prémédication, puis des médicaments qui vont être utilisés pour induire l'anesthésie et des médicaments qui vont être utilisés pour maintenir cette anesthésie. Donc, je récapitule. Actuellement, on n'utilise pas un seul médicament tout au long de l'acte chirurgical, on va utiliser plusieurs médicaments. Parce que, comme je viens de le dire, les médicaments qui sont utilisés comme anesthésique générale sont de nature chimique différente, qui vont se fixer en un, bien sûr, profil pharmacocinétique différent, qui vont se fixer sur des récepteurs physiologiques différents et exercer des effets différents. C'est pour ça que pour certains, on va les utiliser en prémédication pour préparer le malade, par exemple pour diminuer son état anxiogène. Des médicaments qui vont être utilisés pour induire l'anesthésie, généralement il s'agit des médicaments injectables, ce sont des médicaments qui vont faire installer l'anesthésie de manière très rapide, mais leur inconvénient, c'est qu'ils ne durent pas dans le temps.
C'est pour ça qu'il y a une troisième catégorie de médicaments qui va prendre le relais, c'est les médicaments du maintien. Généralement, ce sont des médicaments volatiles, qu'ils soient liquides ou gazeux, qui vont être aspirés et qui vont permettre de maintenir l'anesthésie générale tout au long du reste de l'acte chirurgical. On va détailler cette fois-ci le protocole de l'anesthésie générale. Logiquement, on va commencer par la prémédication. On va voir ce que c'est que la prémédication, son but et les médicaments qui peuvent être utilisés dans cette phase-là. La prémédication, c'est une étape où on va utiliser des médicaments qui vont essayer de diminuer l'anxiété et produire une amnésie. Comme on l'avait vu tout à l'heure, que le patient, une fois dans le bloc opératoire ou lorsqu'il est préparé pour rejoindre le bloc opératoire, une certaine anxiété va s'installer chez lui. Vous savez bien que l'anxiété, c'est pas bien parce que ça modifie certains paramètres physiologiques chez le patient. Et bien sûr, les médicaments qui traitent l'anxiété, généralement, ont comme effet secondaire la production d'une amnésie, donc une perte de la mémoire récente. Les médicaments qui sont utilisés en prémédication peuvent aussi diminuer les effets indésirables des anesthésiques généraux. Par exemple, les maux de tête, les vomissements, etc. Et pour cette indication, on trouve les hypnotiques et les anxiolytiques tels que les benzodiazépines qui permettent non seulement un relâchement musculaire, une diminution de l'anxiété, une amnésie et un effet hypnotique. On peut utiliser aussi les opiacés pour diminuer la douleur, les antiémétiques justement pour éviter que le patient ne vomisse durant l'acte chirurgical, parce qu'il y a certains anesthésiques généraux qui provoquent le vomissement, et ça peut être très dangereux parce que lors de la remontée du bolus qui vient du tract de l'estomac, on peut avoir des fausses routes, donc blocage des voies aériennes supérieures et le malade peut suffoquer sur la table. On peut utiliser des anticholinergiques, justement pour modifier la motilité gastro-intestinale, et aussi on peut utiliser les modifiants de l'acidité gastrique pour éviter les aigreurs chez le patient. Donc, les médicaments qui sont utilisés en prémédication, ce sont des médicaments qui sont faits pour améliorer le bien-être du patient et éviter les complications ou les effets secondaires qui pourraient survenir lors de l'acte chirurgical suite à l'administration de plusieurs molécules qui pourraient être ou qui pourraient avoir des effets secondaires différents. Après avoir préparé le malade en lui injectant des médicaments de prémédication pour soulager son anxiété ou diminuer sa douleur, on peut rapidement passer à l'injection des médicaments qu'on appelle les inducteurs de l'anesthésie générale. Ces médicaments ont pour but de provoquer rapidement la perte de conscience du malade. Ils ont la particularité d'être administrés par voie intraveineuse. Leur plus fort point fort, c'est qu'ils vont permettre d'aboutir à un état d'inconscience très rapidement, en l'espace de quelques secondes. Mais leur talon d'Achille, c'est que leur action ne dure pas beaucoup dans le temps. Donc, si on venait à utiliser ces médicaments seuls, le patient pourrait rapidement se réveiller tout au milieu de l'acte chirurgical, ce qui pourrait être dramatique. Dans cette catégorie de médicaments, on trouve le thiopental, la kétamine, l'éthomidate et le propofol. Après avoir injecté les médicaments de l'induction de l'anesthésie générale, donc les inducteurs tels que le propofol et la kétamine, certes, ils vont provoquer une perte de conscience très rapide et profonde, mais ne permettent pas d'avoir une anesthésie à long terme, donc qui va durer plusieurs heures. Car, comme vous le savez bien, certaines chirurgies peuvent durer plus d'une dizaine d'heures. Là vient
le rôle des anesthésiques générales qui sont utilisées dans le maintien de l'anesthésie. Ce sont des anesthésiques généralement qui sont inhalés. Dans cette catégorie, on trouve le protoxyde d'azote, l'allotane, l'enflurane, l'isoflurane, le sévoflurane et le desflurane. Suite à ce qu'on vient de voir concernant le protocole de l'anesthésie générale, on peut classer les anesthésiques générales selon la classification suivante. Donc, les anesthésiques généraux, ici, là représentés, peuvent se subdiviser en anesthésiques généraux inhalés et en anesthésiques généraux injectables. Les anesthésiques généraux injectables, quand on vient de le voir, ce sont des médicaments qui sont utilisés dans l'induction de l'anesthésie générale, mais aussi dans la prémédication, telle qu'une solution de benzodiazépine, telle que le diazépam. Par contre, les anesthésiques généraux inhalés sont utilisés, bien sûr, pour le maintien de l'anesthésie. Dans ce cas-là, il peut se présenter sous forme de liquide qui vont être volatilisés et aspirés par le malade, ou se trouver d'emblée à l'état gazeux, tel que le protoxyde d'azote. Cette planche-là va nous mettre directement en relation avec l'intitulé du cours d'aujourd'hui, à savoir pharmacologie des acides aminés 3, les anesthésiques généraux, parce que ça va mettre le lien entre la molécule anesthésique générale et sa cible moléculaire au niveau du système nerveux central. Vous savez bien que contrairement aux anesthésiques locaux, qui agissent au niveau périphérique sur la transmission axonale, les anesthésiques généraux vont agir au niveau du système nerveux central et on va voir ça en détail. Il faut savoir que le début de la découverte des anesthésiques généraux remonte au 19e siècle. Là, on utilisait des médicaments qui étaient très toxiques, avec un protocole qui utilisait un seul médicament anesthésique général. Par la suite, avec le développement de la science et la découverte de nouveaux médicaments et de nouvelles molécules, on a commencé à utiliser des médicaments qui appartiennent à des familles chimiques différentes. Et pour expliquer leur effet, on avait fait appel à différentes théories. La première théorie qui a été émise pour expliquer l'effet des anesthésiques généraux est la théorie physique. Cette théorie stipulait que le site d'action des anesthésiques généraux était la membrane lipidoprotéique. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient remarqué que la liposolubilité augmentait l'effet de ces anesthésiques généraux. Après, ils ont aussi constaté que lorsque la tensioactivité est très importante, l'activité le devenait aussi. Et puis, ils avaient dit que puisque l'effet augmentait avec la liposolubilité de l'anesthésique générale, donc cette anesthésique générale va s'intercaler au niveau de la bicouche lipidique et par ses propriétés tensioactives va faire une désorganisation moléculaire. Donc, il va éloigner les protéines, telles que les récepteurs et les autres constituants de la membrane cytoplasmique, les uns des autres. C'est un désordre moléculaire qui va faire en sorte que la membrane cytoplasmique ne pourra plus transmettre l'influx nerveux et de ce fait, on va créer un état de stupeur. Donc, la cellule nerveuse ne peut plus transmettre l'influx nerveux. Donc, c'est la sédation, c'est la perte de conscience. Mais cette théorie a rapidement été étayée
parce que la science a évolué et de nouvelles informations et de nouvelles données sont entrées en jeu. C'est une ancienne théorie, bien sûr, qui va être remplacée par des théories plus modernes. La théorie qui est venue juste après, c'est la théorie biochimique. Cette théorie stipulait que les anesthésiques généraux vont provoquer la diminution de la production d'énergie dans la cellule. Et qui dit diminution de la production de l'énergie dans la cellule, donc diminution de l'expression de molécules qui ont un rôle dans l'internalisation des cations et des anions à l'intérieur de la cellule, le bon fonctionnement de la cellule, ce qui va provoquer l'arrêt physiologique de l'activité de la cellule, donc la sédation, la perte de conscience, etc. Cette théorie aussi avait beaucoup de talents d'Achille, avait beaucoup soulevé plusieurs questionnements et d'ambiguïtés. Et rapidement, cette théorie a été remplacée par la théorie neurophysiologique, qui est la théorie qui est en vogue aujourd'hui, qui est largement acceptée par la communauté scientifique. Pourquoi ? Parce que cette théorie stipule que les anesthésiques généraux n'agissent pas par leurs propriétés physico-chimiques, tensioactives, lipophilie, etc., mais plutôt agissaient comme des molécules qui reconnaissaient une cible protéique bien déterminée qui se trouvait à la surface de la cellule nerveuse et qui modifiait l'état fonctionnel de ces récepteurs. Cette théorie disait que les anesthésiques généraux agissent sur la neurotransmission, donc agissaient au niveau d'une synapse qui fait la liaison entre deux neurones sous-jacents, contrairement aux anesthésiques locaux qui agissaient sur un seul neurone, sur la transmission axonale en bloquant le canal sodique. Aussi, selon cette théorie, les anesthésiques agissent au niveau de la synapse et non pas au niveau de l'axone, comme je viens de le dire. Les canaux ioniques voltage dépendants ne sont pas la cible des anesthésiques généraux, contrairement aux anesthésiques locaux qui agissaient sur les récepteurs sodiques voltage dépendants. Et les canaux ioniques ligand dépendants seront la cible la plus probable de ces anesthésiques généraux. Donc la cible la plus probable de ces anesthésiques généraux sont des protéines membranaires type canal cellulaire. Une fois ces anesthésiques généraux fixés sur ces canaux ioniques, qui jouent à la fois un rôle de récepteur et un rôle de canal, vont modifier leur activité et de ce fait créer cet état de sédation et d'anesthésie générale. Tous ces points-là, il faut très bien les retenir parce qu'ils représentent les caractéristiques cruciales qui font la différence entre un anesthésique général et un anesthésique local. Je ne vais pas réinsister sur l'importance de ces informations qui vont vous permettre de faire la différence entre un anesthésique local et un anesthésique général. C'est très important de connaître ces différences-là. Puisque la théorie neurophysiologique est la théorie la plus admise aujourd'hui dans la sphère scientifique, on va s'intéresser de plus près à celle-ci. On avait dit que les canaux ioniques activés par un ligand représentent la cible des anesthésiques généraux. Donc, ces derniers activent les récepteurs des neurotransmetteurs inhibiteurs et inhibent les récepteurs des neurotransmetteurs excitateurs. Selon toute logique, un anesthésique général va abolir l'état de conscience d'un patient, ce qui signifie qu'il va provoquer une sédation profonde au niveau du système nerveux central. Donc, ça va de soi que cet anesthésique général va se fixer sur un récepteur de neurotransmetteurs inhibiteurs en renforçant ce dernier, et il va se fixer sur
un récepteur de neurotransmetteur excitateur et inhiber ce dernier. Donc, l'anesthésique générale, il va renforcer l'inhibition et bloquer l'excitation. On va voir comment. On va commencer par les récepteurs de glutamate. Durant le cours précédent, je vous ai dit que le glutamate est le neurotransmetteur excitateur le plus important du système nerveux central et que 50% des neurones du système nerveux central sont des neurones qui fonctionnent au glutamate. Donc, c'est un système qui est très important pour moduler l'activité des autres neurones, qu'ils soient dopaminergiques, sérotoninergiques, histaminergiques ou cholinergiques. Bien sûr, comme je viens de le dire, c'est un acide aminé excitateur majeur du système nerveux central. Les barbituriques, la kétamine bloquent ces récepteurs. Les dérivés fluorés inhalés bloquent aussi ces récepteurs. Donc, puisque le glutamate est un acide aminé excitateur, sa fixation sur son récepteur va provoquer une dépolarisation et la propagation d'ondes de dépolarisation. Les anesthésiques généraux, pour exercer leur effet, ils doivent bloquer ce récepteur de glutamate. Et justement, les anesthésiques généraux, qu'ils soient de nature barbiturique, tels que le thiopental, la kétamine, bloquent les récepteurs du glutamate. Les dérivés fluorés aussi, qui sont inhalés, tels que le sévoflurane, desflurane, qui sont utilisés aussi comme des anesthésiques généraux, bloquent ces récepteurs. Donc, ces anesthésiques généraux, en bloquant ces récepteurs excitateurs, ils vont diminuer de manière drastique l'excitation qui se produit au niveau du système nerveux central, ce qui va aboutir à un état de sédation très très marqué. Si vous vous rappelez bien, durant le cours des acides pharmacologie des acides aminés 2, j'avais parlé du glutamate et du GABA. Comme quoi, il y avait un équilibre entre la transmission GABAergique et la transmission glutamatergique pour favoriser un équilibre au niveau du système nerveux central. L'un constituait un frein et l'un constituait un accélérateur. Donc, pour provoquer une anesthésie générale, il ne suffit pas de bloquer le système excitateur, mais il est tout aussi important pour garantir une bonne anesthésie d'exciter le système inhibiteur. Donc, renforcer le système inhibiteur qui est le frein, qui est médié par le GABA, et bloquer le système excitateur qui est médié par le glutamate, qui est l'accélérateur. De cette manière, en bloquant l'accélérateur et en activant le frein, on va de manière très importante bloquer le système nerveux central et le faire plonger dans un état de sédation et de perte de conscience. Le GABA étant le neurotransmetteur inhibiteur majeur du système nerveux central, les barbituriques et les anesthésiques généraux inhalés activent ce récepteur. En activant ce récepteur, ils vont favoriser son ouverture, ce qui va aboutir à une entrée massive des anions Cl- à l'intérieur de la cellule, ce qui va renforcer son état de polarisation, ce qui va rendre la cellule difficilement excitable et hyperpolarisée. Aussi, les anesthésiques généraux, comme je viens de le dire au début du cours, ne se fixent pas sur un seul type de plutôt sur un seul type de récepteur de neurotransmetteurs. Ça touche un petit peu à beaucoup de récepteurs en même temps selon des affinités différentes. Certains anesthésiques généraux, en plus du fait qu'ils se fixent sur les récepteurs GABA ou les récepteurs de glutamate, ils peuvent se fixer sur le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, qui est un récepteur canal. Donc c'est un récepteur, il joue le rôle de récepteur en fixant l'acétylcholine, et il joue aussi le rôle de canal en s'ouvrant, il laisse entrer les cations sodium. Ce récepteur nicotinique de l'acétylcholine qu'on trouve au niveau du système nerveux central,
Il faut faire la distinction entre les récepteurs nicotiniques qu'on trouve dans le système nerveux central et les récepteurs nicotiniques qu'on trouve au niveau périphérique. Plutôt, les récepteurs de l'acétylcholine qu'on trouve au niveau périphérique, on ne les appelle pas les récepteurs nicotiniques, on les appelle les récepteurs muscariniques. Certains anesthésiques généraux vont se fixer sur le récepteur nicotinique de l'acétylcholine et vont inhiber ce dernier pour rendre la cellule peu excitable, parce que vous savez bien que l'activation du récepteur de l'acétylcholine va favoriser une dépolarisation. Les anesthésiques généraux fluorés, qui sont inhalés, ont la particularité de se fixer sur ce récepteur et le bloquer et rendre l'action de l'acétylcholine inefficace. Ce tableau-là illustre très bien la complexité de l'action des anesthésiques généraux sur les différents récepteurs qu'on trouve au niveau du système nerveux central. Pour ce qui est du code couleur, tout ce qui est en vert correspond à une stimulation du récepteur, tout ce qui est en violet correspond à une inhibition du récepteur. Bien sûr, avec des degrés d'activation et des degrés d'inhibition selon l'intensité de la couleur et selon que le cercle soit un trait continu ou un trait discontinu. Je vais prendre l'exemple de 3 molécules. Je vais commencer par l'éthomidate. Cette molécule, elle va se fixer sur les récepteurs GABA en le stimulant. Donc, elle renforce l'effet inhibiteur. Elle se fixe sur le récepteur de manière très partielle, avec une très faible affinité, bien sûr en activant le récepteur de la glycine, qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Et elle se fixe aussi sur le récepteur de l'acétylcholine, qu'il soit musculaire, nicotinique ou muscarinique, de manière partielle, avec une faible affinité, en inhibant ce dernier. Je passe aux barbituriques. Ici, là, les barbituriques vont se fixer, c'est leur récepteur principal, c'est le récepteur du GABA-A. En l'activant, donc ils vont renforcer l'activité du GABA, donc favoriser une entrée massive des chlorures à l'intérieur de la cellule postsynaptique, donc renforcer son état d'hyperpolarisation, donc la rendre non excitable. Il se fixe de manière partielle sur le récepteur de la glycine. Il se fixe de manière partielle sur le récepteur nicotinique de l'acétylcholine au niveau musculaire, mais il se fixe de manière très importante au niveau du récepteur nicotinique de l'acétylcholine qui se trouve au niveau du neurone. Vous savez bien, donc, pour rappel, les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, on les trouve au niveau du système nerveux central et on les trouve au niveau de la plaque motrice. Donc, c'est la jonction entre les nerfs et le muscle. Par contre, les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, on les trouve dans le tractus digestif, par exemple. Les barbituriques aussi se fixent très faiblement, avec une très faible affinité avec les récepteurs 5-HT3 de la sérotonine. Là aussi, ils provoquent une légère inhibition. Par rapport aux récepteurs du glutamate, ils se fixent sur les récepteurs AMPA et kainate en bloquant ces derniers. Vous savez bien que le glutamate, en se fixant sur les récepteurs AMPA et kainate, va favoriser l'ouverture du canal du glutamate et engendrer une entrée massive des cations calcium et sodium à l'intérieur de la cellule et provoquer un potentiel d'action. Donc, les barbituriques vont s'opposer à l'effet excitateur du glutamate. Par contre, ils n'ont aucune affinité par rapport au récepteur NMDA. Et pour terminer, on va prendre l'exemple d'une molécule inhalée, liquide volatile inhalé, qui est le sévofurane. C'est une molécule fluorée
Elle a une grande affinité pour les récepteurs GABA et de la glycine. En les activant, donc ils activent l'inhibition de la cellule postsynaptique, peu d'affinité pour le récepteur nicotinique musculaire et grande affinité pour le récepteur nicotinique des neurones qui va le bloquer. Donc ce schéma-là reprend un petit peu la complexité que nous explique la nouvelle théorie neurophysiologique de l'action des anesthésiques généraux, comme quoi que ces molécules ou l'effet de ces molécules ne résulte pas d'une simple fixation de cette dernière sur un récepteur donné. Bien au contraire, chaque molécule peut se fixer sur plusieurs récepteurs de manière plus ou moins forte, avec des affinités différentes, mais l'élément le plus constant, c'est que ces molécules vont toujours stimuler les récepteurs ou le neuromédiateur ou le système de neuromédiateur inhibiteur et inhiber le système de neuromédiateur excitateur. Maintenant, dans un service de chirurgie, quoi qu'il soit, thoracique, neurochirurgie, etc., la qualité d'un mode anesthésique dépend de plusieurs paramètres. Il faut que l'anesthésique générale ait un indice thérapeutique large, il ne faut pas qu'il soit très toxique. Pour les inducteurs, donc les anesthésiques généraux inducteurs, il faut qu'ils induisent une anesthésie très rapidement et induisent aussi un réveil rapide, parce que dès l'arrêt de la chirurgie, on a besoin que le malade reprenne sa conscience très rapidement. Il ne faut pas qu'il provoque beaucoup d'excitation. Il faut qu'ils aient une bonne analgésie qui soit prolongée, surtout pour faciliter les interventions chirurgicales très profondes. Il faut qu'ils permettent un relâchement musculaire complet. Et certains paramètres qui s'appliquent pour les anesthésiques généraux volatiles, ces derniers, ils ne doivent pas être explosifs ou inflammables, donc pour faciliter leur maniabilité, leur stockage dans les hôpitaux. Il faut aussi qu'ils ne soient pas très irritants pour les voies respiratoires. Les barbituriques, les benzodiazépines, les opiacés, les autres types de familles qu'on a abordés tout au long de ce cours, étant traités dans d'autres cours, on ne va pas les détailler. Par contre, on va s'intéresser aux nouvelles molécules que vous n'avez pas vues jusqu'à présent, à savoir les anesthésiques inhalés. On va voir un petit peu leurs particularités par rapport à la pharmacocinétique du moment où ils sont inhalés sous forme gazeuse. Et par la suite, on va aborder les propriétés pharmacologiques de ces médicaments et d'autres médicaments. Concernant la pharmacocinétique des anesthésiques inhalés, ces anesthésiques inhalés, il faut savoir qu'ils sont soit sous forme liquide qu'on va vaporiser pour qu'ils soient inhalés, ou d'emblée ils sont sous forme gazeuse, tels que le protoxyde d'azote. Pour ces molécules, la profondeur de l'anesthésie dépend de la pression de l'anesthésique générale dans le cerveau. Contrairement aux molécules chimiques où on parle de concentration, pour les gaz, on ne parle pas de concentration de gaz dans le sang, mais plutôt de la pression partielle du gaz dans le sang. C'est idem que pour l'oxygène ou le CO2. On parle de PCO2 ou de PO2, donc la pression partielle du gaz dans le sang. Bon, l'activité ou la profondeur de l'anesthésie générale dépend de la concentration, donc la pression du gaz anesthésique général dans le cerveau.
Et vous savez bien que pour que ce dernier atteigne le cerveau, il faut qu'il traverse plusieurs barrières, à savoir en premier lieu la barrière alvéolaire au niveau des poumons. On suggère que la pression partielle au niveau du cerveau est égale à la pression partielle au niveau du sang à l'équilibre. Vu que les gaz sont de très petites molécules, donc elles n'obéissent pas aux obstacles biologiques qu'implique la constitution de la bicouche lipidique. D'accord? Et on admet aussi que la pression partielle du gaz de l'anesthésique générale dans le sang dépend de la concentration de l'anesthésique générale. Donc, quelle est la quantité de l'anesthésique générale qu'on va mettre dans l'appareil pour être vaporisé, de la ventilation et de la perfusion pulmonaire. Si la machine ventile, par exemple, 20 ventilations par minute ou 30 ventilations par minute, ce n'est pas la même quantité qui va arriver dans le sang de l'anesthésique générale. Et bien sûr, ça va aussi dépendre de la solubilité de l'anesthésique générale dans le sang, à savoir sa liposolubilité. Donc, si on maîtrise ces paramètres, la concentration de l'anesthésique générale, la ventilation, la solubilité de l'anesthésique générale, on peut contrôler la pression partielle de l'anesthésique générale dans le sang. Et puisqu'on sait que la pression partielle de l'anesthésique générale dans le sang correspond à celle du cerveau à l'équilibre, donc on peut de ce fait contrôler la pression partielle de l'anesthésique générale dans le cerveau. Pour l'élimination, puisqu'il s'agit de gaz, 95% de ces médicaments sont éliminés par voie pulmonaire. Néanmoins, certains subissent un métabolisme hépatique qui peut parfois aboutir à des métabolites toxiques et une excrétion, bien sûr, rénale. Cette planche va nous permettre d'énumérer les anesthésiques généraux inhalés. Je vous ai dit tout à l'heure que ces anesthésiques inhalés peuvent être d'emblée à l'état gazeux, tel que le protoxyde d'azote, N2O. C'est le gaz hilarant, c'est le seul utilisé actuellement. Et les anesthésiques généraux volatiles, qu'ils soient halogénés, tels que l'isoflurane, l'enflurane, allotane, sévoflurane, desflurane, ou non halogénés, trichloréthylène, chloroforme, éther, qui sont aujourd'hui abandonnés. Donc, pour les anesthésiques généraux volatiles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les achète sous forme de liquide et qu'on va mettre dans des appareils qui vont les transformer sous forme gazeuse et qui vont être inhalés par le patient. Actuellement, les anesthésiques généraux volatiles utilisés sont les anesthésiques généraux halogénés. Les non halogénés sont de plus en plus abandonnés à cause de la toxicité qu'ils engendrent. On va s'intéresser dès à présent aux anesthésiques généraux volatiles sur le plan pharmacologique et effets indésirables. On va s'intéresser à leur effet hypnotique, analgésique, mieux relaxant, leur effet sur le système nerveux central, leur effet sur le système cardiovasculaire, respiratoire et les autres effets indésirables qui sont propres à chaque molécule. Les 4 premières lignes représentent 4 molécules halogénées, donc volatiles halogénées, à savoir l'allotane, l'isoflurane, l'enflurane et le sévoflurane. On remarque que ces molécules-là, ces 4 molécules, vont provoquer un effet hypnotique identique, qui n'est pas très très fort, mais qui est suffisant pour garantir une anesthésie correcte. Leur effet analgésique est un petit peu bas, une seule croix, mais comme vous savez bien qu'on peut utiliser d'autres molécules
adjuvants tels que les opiacés pour augmenter cet effet analgésique et pour permettre un réveil qui ne soit pas trop douloureux. Ces molécules-là vont provoquer une bonne résolution musculaire, donc ce qui va permettre au chirurgien d'exercer son effet ou sa chirurgie dans de bonnes conditions. Ils provoquent tous, par définition, ils sont des anesthésiques généraux qui vont provoquer une perte de conscience, donc ils provoquent une dépression de l'activité du système nerveux central. Augmentation du débit sanguin cérébral. Donc, ces médicaments-là vont provoquer une vasodilatation au niveau des artères qui irriguent le cerveau. Donc, le sang va arriver au niveau du cerveau de manière très massive. Ce qui va provoquer en conséquence une augmentation de la pression intracrânienne, désignée ici par les lettres PIC. Sur le système cardiovasculaire, puisqu'il provoque une vasodilatation, il provoque une diminution de la pression artérielle. Aussi, il provoque une diminution du débit cardiaque, ce qui va aboutir au final à la diminution de la pression artérielle. Sur le plan respiratoire, ils vont agir puisqu'ils diffusent au niveau du système nerveux central et atteignent le bulbe cérébral. Ils vont rapidement agir sur le bulbe cérébral et le centre de la respiration. Donc, ce sont des dépresseurs de la ventilation. Donc, ils vont diminuer l'activité du diaphragme. Par rapport à la lotane, on dénote une hépatotoxicité suite au métabolisme qu'il va subir au foie. Donc, augmentation pour les autres, augmentation du débit sanguin cérébral, donc augmentation de la pression intracrânienne, c'est ce qu'on vient de voir. Et diminution de la contraction de l'utérus, c'est ce qui contre-indique l'utilisation de ces molécules durant l'accouchement. Donc, ça va empêcher l'expulsion du nouveau-né de l'utérus de sa mère. Concernant le gaz protoxyde d'azote, il provoque une faible hypnose, mais une puissante anesthésie, plutôt analgésie. Il présente les mêmes caractéristiques que les dérivés halogénés par rapport aux effets sur le système nerveux central, à savoir la dépression, l'augmentation du débit intracrânien et l'augmentation de la pression intracrânienne. Par contre, il a de bons effets sur la pression artérielle, d'où son intérêt dans l'utilisation chez les patients qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. Par contre, il peut provoquer des troubles hématologiques suite à son utilisation. On passe à la deuxième catégorie d'anesthésiques généraux qui sont utilisés, à savoir les anesthésiques généraux injectables. Les injectables, on peut les utiliser soit en prémédication, soit en induction. Ils sont toujours utilisés dans une anesthésie moderne combinée pour la prémédication, l'induction rapide de l'anesthésie, mais comme inconvénient, ils ont une action brève, ils provoquent une analgésie et une bonne amnésie. Donc, ils ont la particularité de provoquer une bonne analgésie et une bonne amnésie. Dans cette catégorie, on trouve les barbituriques, comme le thiopental, que vous avez vu durant le cours des antiépileptiques, les benzodiazépines, tels que le midazolam, vous avez vu les benzodiazépines dans le cours des anxiolytiques et aussi des antiépileptiques, la kétamine, l'éthomidate, le propofol et les opiacés aussi, qui sont les dérivés de la morphine. On note aussi l'utilisation de la morphine, la fentanyl, la sufentanil. Il faut savoir que le fentanyl est 1000 fois plus supérieur que la morphine sur le plan analgésique, mais sans pour autant augmenter la toxicité de ce dernier par rapport à la morphine. D'où son intérêt dans l'utilisation dans ce type de protocole, surtout chez les personnes cardiopathes pour lesquelles on ne peut pas utiliser des médicaments tels que les anesthésiques généraux inhalés
qui ont une action dépressive sur le système nerveux central, respiratoire et cardiovasculaire. Donc il y a des protocoles d'anesthésie générale chez les cardiopathes qui sont basés essentiellement sur l'utilisation de dérivés opiacés très puissants. Le point commun de tous ces médicaments, ils sont administrés par voie IV. Concernant les effets pharmacologiques de ces anesthésiques généraux injectables que je viens d'énumérer, ils sont tous hypnotiques, donc ils provoquent une très bonne hypnose, une bonne sédation et une bonne amnésie, contrairement à ceux inhalés. L'analgésie est toujours faible, à part pour les opiacés, le fentanyl et les sulfentanyl. Sur le système nerveux central, il provoque une dépression, diminution de la pression intracrânienne. Donc, quand pour les inhalés, il provoque une dépression du système nerveux central, surtout le centre respiratoire. Concernant surtout les benzodiazépines, vous aurez dû voir ça dans le cours des benzodiazépines et aussi pour les opiacés. Et contrairement aux inhalés, il provoque une diminution de la pression intracrânienne puisqu'ils n'ont pas un effet sur l'activité cardiovasculaire. Sur le système cardiovasculaire, il provoque une petite diminution de la pression artérielle, mais pas autant que celle engendrée par les anesthésiques généraux inhalés. Et aussi, il provoque une dépression du système respiratoire. On sait bien que les opiacés et aussi les benzodiazépines agissent au niveau du bulbe cérébral sur le centre respiratoire et diminuent de ce fait l'activité du diaphragme. Les effets secondaires des anesthésiques généraux injectables découlent de leurs effets pharmacologiques, à savoir la sédation post-anesthésique, donc ils ne sont pas rapidement éliminés parce qu'ils nécessitent, contrairement aux anesthésiques généraux inhalés qui sont éliminés principalement par voie pulmonaire, les injectables nécessitent une métabolisation, ce qui va rallonger leur T-demi d'élimination. Donc la sédation va durer un peu dans le temps, même après le réveil. Il provoque une dépression respiratoire, surtout pour certaines molécules telles que les opiacés et les benzodiazépines qui sont connus pour avoir cet effet-là. Les nausées et vomissements qui sont la conséquence de l'administration, surtout des opiacés, et la dépression cardiovasculaire si ces derniers sont utilisés en dose très élevée. Il faut savoir qu'on peut avoir recours à d'autres types de médicaments dans le protocole de l'anesthésie générale, en plus des médicaments qu'on vient de voir, qu'ils soient inhalés ou injectables, utilisés en prémédication ou en induction. Ces médicaments sont ajoutés en fonction du contexte pathologique ou du contexte chirurgical qu'on va exercer. Des fois, on a recours à des neurolaxants qui sont très puissants, tels que les curarisants pour avoir une résolution musculaire très marquée, pour pouvoir exercer ou effectuer la chirurgie dans les conditions optimales. Parfois aussi, il y a des protocoles qui se basent essentiellement, comme je viens de le dire, sur les opiacés à forte dose, qui permettent une perte de conscience rapide et brève. Ils provoquent une très forte analgésie et ils sont utilisés souvent comme adjuvants d'anesthésie dans les chirurgies qui impliquent des patients qui souffrent de cardiopathie grave. Donc, ces opiacés-là trouvent tout leur intérêt dans ce type de chirurgie particulière qui implique des patients cardiopathes. Je vous remercie une autre fois pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair et que j'ai fait de mon mieux pour simplifier ce cours-là. C'est vrai que ce cours fait appel à plusieurs classes thérapeutiques et fait la synthèse à peu près de tout ce que vous avez fait. Donc il suffit de réviser un petit peu
les cours que vous avez vus concernant le GABA, le glutamate, l'acétylcholine, etc. pour pouvoir comprendre sans difficulté ce cours-là concernant les anesthésiques généraux. J'insiste sur le fait que ce cours est un petit peu particulier. On avait l'habitude de traiter un acide aminé, un neuromédiateur, une voie de transmission. Cette fois-ci, on a étudié une classe thérapeutique qui, elle, par conséquence, fait appel à plusieurs systèmes de transmission, de récepteurs qui se trouvent au niveau du système nerveux central. Je vous invite aussi à faire la différence entre les effets, les mécanismes moléculaires de l'action des anesthésiques généraux et des anesthésiques locaux, et je vous souhaite bonne chance pour le reste de vos cours.